aujourd'hui, on va repartir vers le passé, c'est-à-dire continuer à voir comment tout est inactuel et, d'une certaine manière, se reproduit et se reprend. On va parler de tout cela à partir d'un petit livre de Laure Murat. Toutes les époques sont dégueulasses. Et c'est pour maintenant. Alors, tout d'abord, d'un point de vue éditorial, toutes les époques sont dégueulasses. Là, on est chez Verdier. C'est quelque chose de très récent. On est à 7,50. C'est dans cet esprit des libelles, Seuil, Gallimard. Donc, j'avais parlé de celui de Clémentine Beauvais, j'ai lu celui sur les contes de fées de Jennifer Tamas, pas de les contes de fées, Galanterie. Il y en a pas mal là en ce moment, des petits textes comme ça, et d'ailleurs j'ai pu en acheter plusieurs que je n'ai pas fini de lire ou que je n'ai pas lu. C'est assez intéressant, donc là c'est le premier chez Verdier. J'aime bien Verdier, hein, donc je suis assez contente. Ça fait un joli livre jaune, c'est très pratique, enfin, dans le métro, moi je le colle dans la poche de la chemise. Je me retrouve face au paradoxe de trouver à la fois que c'est trop court et en même temps je l'ai choisi parce qu'il est court. Donc ça va permettre de excusez-moi, complètement mesurer tout un paradoxe éditorial actuel. C'est ça en fait, enfin, qui est celui d'une temporalité. C'est dur, on avance, comment faire, comment continuer. Et donc merci pour les messages. J'apprécie les propositions d'aide, mais écoutez ce qui est dit, c'est-à-dire qu'en fait le problème c'est qu'on peut pas m'aider pour le moment, mais ça viendra. Il y a des choses où ça va, qui vont se décanter, mais voilà, pour le moment il n'y a pas d'aide possible. Ça, on va pas faire de carton quand je sais pas où aller. Si j'ai un chantier plus un déménagement en attente, ça va vraiment être long. Donc voilà. Mais je vois bien la différence, enfin je vois bien la gentillesse qu'il y a aussi et les bonnes intentions. N'en faites pas non plus un prétexte pour essayer de rentrer en contact, ça c'est un truc qui fonctionne pas. Et je réagis assez mal à ça. Voilà, ça c'est en passant. J'ai presque envie de présenter mes excuses pour une vidéo qui aura été aussi personnelle que celle-ci. C'est quand même un sujet qui me touche particulièrement, qui touche des préoccupations assez profondes que propose Laure Murat dans ce petit livre. Et là, moi, en le refermant, je me dis à la fois, c'est super, elle fait le tour de la question, mais j'ai l'impression qu'il faudrait aller plus loin. Et non, c'est très bien d'avoir fait un petit livre, parce qu'un petit livre, c'est lu par beaucoup plus de monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, ça a aussi été des discussions où moi, enfin, le livre de Divergence des femmes et du style, il fait 90 pages en Word. Donc, bon, c'est un autre format que ça, hein, c'est plus gros, c'est 2 fois plus cher. Mais c'est, enfin, 2 fois, un peu moins de 2 fois. Non, 2 fois, plus de 2 fois, 16. Là, on est à 7,50. Bon, il y a eu l'inflation. Mais il y a toujours l'inflation. Mais voilà, la question de comment on fait quelque chose qui va être dense, qui va circuler, c'est une question qui est hyper importante en termes d'écriture. C'est le principe de base de Twitter. C'est pour ça que ouais, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime pas trop Mastodon. C'est-à-dire que j'aime bien poster sur Mastodon, mais j'aime pas lire sur Mastodon. Parce qu'on on a le droit d'avoir des ambivalences, ou en tout cas forcé de constater que nous en avons. C'est quelque chose qui fonctionne... pas tant, enfin qui fonctionne bien aussi, mais c'est toute la question des articles. Voilà, faire un article, faire un volume, et là c'est pas un article, c'est un petit volume, avec des petits chapitres, des questions, enfin c'est vraiment un volume, alors avec des chapitres qui ont des titres, hein, on le voit avec la table des matières. Ils sont... est-ce qu'ils apparaissent, les titres? Je sais. Oui, ils apparaissent, une conclusion très provisoire. Alors, ils ressemblent à des intertitres, mais ça, c'est... Voilà, c'est très bien. C'est contextualisé, etc. Ça permet de vraiment se repérer. C'est un petit volume. Voilà, c'est pas du tout un article, c'est autre chose. Et bon, c'est quand même plus gros qu'un article. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien à ce niveau-là, sur une question qui est loin d'être simple, c'est-à-dire celle de savoir... en gros, qu'est-ce qu'on fait des classiques, notamment quand ils joignent pas très bien avec l'époque. Et les cas qui sont abordés sont des cas qui sont des best-sellers.
c'est-à-dire c'est Roald Dahl, c'est Agatha Christie, c'est ça va être James Bond, Tintin, Eureka, dont j'ai déjà parlé, Eureka. Le reste, je dois avouer que c'est... si Roald Dahl, sur Roald Dahl, j'en ai beaucoup lu, avec cette question, donc, qu'est-ce qu'on fait des classiques? Ou plus exactement, faut-il réécrire les classiques? Et là, Murat propose une distinction extrêmement lumineuse entre réécrire et réécrire. Donc, le développement réécrire. Alors, réécrire, réécrire, la question va être de l'ordre de s'agit-il de réécriture, c'est bien dans ce sens-là, alors si je les confonds, ça va vraiment plus être clair. Tac, tac, tac. Il y a des réécritures et des réécritures, donc avec un. Voilà, hop. On va lire ce passage. En plus, c'est vraiment très bien écrit. Pour voir clair dans ce tunnel, j'aimerais profiter de la double orthographe du mot pour proposer une distinction sur le sens du geste impliqué dans chaque opération. À partir de ce qui va suivre, j'emploierai donc, d'une part, le verbe réécrire, ou le substantif réécriture, pour désigner l'action qui consiste à réinventer, à partir d'un texte existant, une forme et une vision nouvelles, comme l'a fait par exemple Racine en écrivant la Thébaïde, Iphigénie, Andromaque, ou Phèdre à partir d'Euripide. Entre également dans cette catégorie la traduction, l'adaptation, mais aussi le pastiche, ou encore la réécriture inhérente au processus de l'écriture même, dans le sens où un auteur reprend inlassablement son propre manuscrit. Alors Murat, c'est quelque chose, c'est une écrivaine. En plus d'être professeure, théoricienne, critique, extrêmement importante. Écrire, c'est réécrire, comme on sait. D'autre part, j'utiliserai le verbe réécrire, un seul et, ou le substantif réécriture, pour désigner tout ce qui a trait au remaniement d'un texte à une fin de mise aux normes typographiques, morales, etc. Sans intention esthétique. C'est le travail des correcteurs ou des correctrices, des cabinets d'avocats chargés par les maisons d'édition d'éviter les procès, des sensitivity readers ou des mineurs éditoriaux par exemple. On comprend facilement où se situe la ligne de partage des eaux. La réécriture relève de l'art et de l'acte créateur, la réécriture de la correction et de l'altération. Et donc là, hop, on va dire ça, on va déjà le compléter. La réécriture, c'est en fait, ça peut aussi aller jusqu'à toutes ces écritures dites de seconde main ou de second degré, de dérivation, pour reprendre Genette Compagnon, c'est-à-dire tout ce qui va avoir une source initiale. Et ça nous amène jusqu'à Tiffaine Samoyau. Et le prochain, là, je l'ai entendu en communication à Lausanne à la rentrée dernière, 1000 fois les Misérables, je crois que c'était le titre, qui est cité d'ailleurs par Murat. C'est pour ça que le rapprochement me vient aussi vite. Mais avec cette idée que finalement, l'œuvre est la somme de ces textes. Alors c'est évidemment beaucoup plus fin chez Samoyau et dans ce qui a été dit, etc. Mais les choses sont... voilà. Ça permet de comprendre l'existence ou l'ontologie très spécifique d'un personnage, mais plus largement d'une fiction, d'un mythe, au-delà des textes. Voilà. Et donc là, on va aller vers des genres de réécriture. Et c'est des questions qui sont extrêmement polémiques aussi, ça c'est pas du tout abordé par Laure Murat, pour tout ce qui va être de l'ordre des adaptations. Et notamment de qui va jouer, donc James Bond, la petite sirène, etc. Donc vous voyez les querelles, souvent alimentées par l'extrême droite, hein, ou qui sont d'ailleurs pas alimentées, qui sont provoquées par de l'agitation d'extrême droite. Faut pas se leurrer ou être naïf hein, là sur ça. C'est-à-dire qu'ils vont partir ou mettre en place, ou voilà, refuser la moindre variation d'avec l'original. Cette variation,
c'est là où, moi, cette distinction, je trouve qu'elle ne marche pas entièrement chez Murat, pouvant être aussi éthique plutôt qu'esthétique. Et la réécriture, ça va être en amont et parfois en aval du manuscrit, par des gens, mais parfois aussi par l'auteur, hein, mais dans des processus qui peuvent être aussi collectifs, des amendements des textes, des corrections des textes. Et il ne s'agit pas de dire réécriture. Donc voilà. Là, tout le développement de Laure Murat va être va s'attacher à des cas très concrets. Et c'est un développement qui est très précieux parce qu'on est dans une époque évidemment extrêmement polémique et fascisante, et en particulier aux États-Unis où enseigne Laure Murat. C'est-à-dire que là, la question de la cancel culture, elle est évidemment de l'ordre d'une panique morale. Elle est agitée, d'une panique morale qui n'est pas spontanée, hein. Elle est littéralement agitée pour accuser de velléités fascisantes et censurantes des groupes de gauche, plus ou moins woke, gauchistes, qui sont accusés de faire ce que finalement fait ces différentes obédiences d'extrême droite, et au-delà des groupes même d'extrême droite, on va dire un anti-intellectualisme diffus mais très actif. Par exemple, Carole Delga qui enlève le financement du congrès de l'Association française de sociologie en raison de l'affiche. C'est sidérant, hein, comme décision. Carole Delga, c'est le PS. PS tendance laïcarde Cazeneuve, mais c'est le PS. Donc on est sur un acte anti-scientifique. Wauquiez, en Rhône-Alpes, la suppression au niveau des subventions de la culture. Tout ce que fait Dati en ce moment, aussi pour, comme mise au pas de l'audiovisuel public, et notamment de la radio publique. L'éviction d'Anne-Sophie Lapix du journal de France 2. Moi, c'est pas forcément des choses qui me concernent directement, ça, hein, mais voilà. Ça nous montre. Pas besoin d'aller voir aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est absolument terrifiant ce qui se passe, pour comprendre que il est des censures réelles qui ne sont pas des polémiques ou des discussions ou des critiques ou des débats plus ou moins vifs, qui peuvent dépasser largement les cercles enfin, l'étatisme fasciste ou d'extrême droite, et se retrouver jusque dans des mairies ou des régions de gauche. À un niveau qui est donc sidérant. Enfin, Delga et la FS, c'est vraiment, donc l'Association française de sociologie, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre, qui montre ce décrochage entre des politiques d'extrême droite, mises au pas de la culture et de la science, ce qu'on appelle le libéralisme, et ce décrochage de position et d'action politique, parce que si c'était juste avoir des idées en l'air, on s'en fout en fait. Hein. Les gens ont bien le droit d'avoir des idées, mais ce sont des politiques qu'elle n'est pas censée appliquer déjà politiquement en fait. Ça, c'est censé être des propositions RN et un peu les républicains vraiment très à droite. C'est fini, hein, ce découpage-là. Donc, et c'est toujours très intéressant de voir où se situe le partage, quelle place vont donner tel ou tel groupe politique à la science et la culture. Et en fait, là, une des grandes caractéristiques actuelles, je voyais Joanne Stévo de Bosch, que je suis sur les réseaux, mais que je ne connais pas du tout, qui est sociologue, qui est assez active sur les réseaux sociaux, tweeter ou sur Blue Sky, je crois, mettre en tout cas hier cette réflexion que les sciences ont accompagné pendant 150 ou 200 ans, je ne sais plus la précision du skit, des projets qui pouvaient être de droite et donc aussi colonisateurs politiques, etc. Et ça, c'est ce qu'on voit très très clairement dans les sciences racialistes, par exemple. Et aujourd'hui, les forces économiques actuelles se passent des sciences et font sang. Et c'est ce qui se passe. C'est concrètement ce qui se passe quand on n'écoute pas le GIEC, quand on empêche certains mots à des scientifiques, comme à la culture, etc.
Et c'est très important de voir ce qui se passe au niveau de la parole, de la liberté ou de la liberté d'expression dans les milieux culturels. C'est tout aussi essentiel enfin, de voir ce qui affecte les milieux scientifiques. Parce que en fait, c'est pas juste que ça me concerne, là, en tant que scientifique potentiellement visé, etc. C'est pas du précaré dont il s'agit. Ouais. Je veux dire, s'il s'agissait que de ça, je suis prof de français, je fais mes trucs dans mon coin et basta. Hein, oh, repli, on y arrivera. Hein. Non, non. Ce que ça nous dit, c'est que l'autoritarisme se passe de l'idée même de vérité et de processus de vérification, tout comme du pluralisme, par exemple. Et ça, c'est... Et que cet autoritarisme, il déborde. Voilà. Et ça, c'est absolument terrifiant. Dans ce contexte, le fait que ce soit Laure Murat qui écrive ça, c'est très important. Parce que Laure Murat, elle est connue notamment pour un article fondamental, moi, qui avait été très marquant. Je crois que je le cite dans Des femmes et du style. Blue Up, je sais plus comment on le prononce, le titre, Revue et inacceptable, sur ce film d'Antonioni. Oula, mais j'ai un coup de barre là, au moment de tourner, mais c'est le moment où je dois tourner, je sais pas trop d'autres créneaux. Donc, qui avait, je crois que c'était un article de 2017, enfin à peu près contemporain de MeToo, ou dans quelque chose de l'ordre d'un sillage de MeToo, avec cet étonnement de pourquoi avoir aimé ce film et en le revoyant, voir une scène de viol qui n'avait pas été vue. Je vais le mettre en description. C'est un article qui a été et qui est encore fondamental pour mes réflexions actuelles, ce qui est déjà fait, ce qui est en cours, pourquoi on voit, comment voir, etc., comment comprendre, aussi en mettant en question cette idée de voir et du regard. Mais donc Laure Murat, c'est quelqu'un qui est identifié dans le champ, on va dire, politico-médiatique, le champ médiatique, culturel, comme une figure de gauche, intellectuelle, et wokiste. Voilà. Si on veut employer un mot qui désigne bien plus la pratique d'extrême droite, pas forcément du groupe, hein. On a vu que la pratique pouvait être fascisante sans être forcément le fait de fachos bon teint, davantage qu'on ne parle de personne. Et donc, c'est un article qui a fait énormément polémique. Et je pense que l'essai d'Iris Bray sur le Female Gaze lui doit beaucoup aussi. C'est vraiment un article très important dans le champ récent, qui nous montre bien d'ailleurs que c'est pas dans les publications les plus académiques et les plus universitaires, dans les sommes, que se trouvent les textes les plus en prise avec l'époque. C'est logique. Le principe de l'université, c'est d'avoir un certain retrait, en fait. Et ceci est bon, c'est juste que quel est le rôle, en fait. C'est pas un problème, ça. Donc, le fait que, précisément, Laure Murat écrive ce livre pour défendre une très grande liberté de réécriture, mais largement modalisée à partir d'exemples et sans généralisation ou dogme, très important, et en appelant à la contextualisation, on va revenir un peu sur quelques détails, c'est extrêmement important parce que ça peut être naïvement inattendu. On peut s'attendre à ce que la femme qui a écrit Blue Up Revue est inacceptable considère comme inacceptable des classiques qui vont contenir le N-word, donc le mot en N, qui vont, et que moi je m'efforce de ne pas dire en contexte de vidéo parce que je ne suis pas en contexte académique. Pour ça je fais... C'est pas une licence, hein, l'académique, c'est qu'il y a aussi un moment de citation où peut-être qu'on n'a pas besoin d'expliciter, mais bah, là ça va être aussi un contexte pédagogique, peut être autre chose, quand on a le temps en fait aussi. Et pour... Oh là, j'ai perdu ma phrase. Donc la question c'est... Enfin le point important c'est cette remise en question du canon.
elle ne se produit pas, ou plutôt, ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas les œuvres qui sont remises en question, ça va être l'idée même de canon. Donc les exemples choisis par Laure Murat sont hyper bons. Le roman célèbre d'Agatha Christie, Ils étaient 10 dans son nouveau titre, qui a lui-même changé de titre du vivant d'Agatha Christie, mais en fait c'est un roman dont l'utilisation des mots ou de la comptine ne peut pas changer parce qu'on passe d'un racisme à un autre, hein, finalement, et que toute la structure du roman est liée à une comptine raciste, et qui congrue avec les positions racistes et colonisatrices d'Agatha Christie, Roald Dahl et son antisémitisme, Tintin au Congo, etc. Bon. Et ce qui est très précieux dans ces exemples, c'est évidemment leur diversité de cas. Ça m'a fait penser pas mal, alors un livre qui est un peu plus gros quand même, mais qui reste un livre relativement court de Gisèle Sapiro sur peut-on dissocier l'artiste de l'œuvre dans ce sens-là, l'œuvre de l'artiste, évidemment je le cite mal, et qui peut laisser le même sentiment d'incomplétude parce qu'en fait ce sentiment est important. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de lire un livre comme ça, tac, 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 et on va même le lire à l'endroit, pour avoir un dogme à la fin. Et c'est pas intéressant. Ce qui va se passer, c'est qu'un livre comme ça, il sert à comprendre pourquoi et comment se pose la question, en proposant des définitions. Donc le doublé réécriture fonctionne hyper bien. Il y a des cas qui ne sont pas du tout pris en compte, comme la modernisation, par exemple, des poèmes. Si vous lisez un poème de Ronsard en mode 16e, c'est pas du tout le même poème que que vous allez trouver chez Gallimard aujourd'hui, quoi. Pour la même réédition des Amours, vous allez avoir des orthographes qui sont modernisées. Bon, ben ça c'est du travail éditorial de toilettage, normalement fait par des scientifiques spécialistes, et qui vont garantir un accès. C'est de l'ordre, à mon avis, de la restauration d'œuvres, ça. Et de la mise en accès d'une œuvre, de qu'est-ce qu'on va afficher, machin, etc. Bien plus que ça naît de la transformation de cette œuvre, c'est-à-dire donc de changer un mot par un autre. Enlever le N-word pour mettre noir ou esclave ou etc. alors qu'aucun cas ne va réellement fonctionner. Et ce que Murat permet de comprendre, c'est à quel point cette question, c'est notamment évoqué avec l'exemple de Caberle-Fine, que j'ai encore mal prononcé, est déjà polémique à la sortie du bouquin, notamment le N-word, et a toujours été polémique, ce qui justifie ce titre, Toutes les époques sont dégueulasses, qui est piqué à Antonin Artaud, et qui est magnifique. Voilà, ça, c'est un très très beau titre. Donc, en fait, la contextualisation nécessaire, elle va amener, dans certains cas, finalement, elle peut inciter à, mais elle ne va jamais juger ou condamner, à s'écarter, à s'éloigner d'un texte. Ça peut être le cas pour le roman d'Agatha Christie, par exemple, à louer une réécriture créative et dénuée de ces dimensions, on va dire par exemple racistes. Et là, Murat prend l'exemple, c'est rapide, ça c'est vraiment à la fin, de Sacrée sorcière de Roald Dahl, repris par Pénélope Bagieux en BD. C'est autre chose. Et c'est autre chose qui est donc pas la même chose. Et c'est notre œuvre. Et ça, c'est ça qui m'a fait penser au travail de Samoyo et à cette idée qu'une œuvre est largement plus que son texte. Voilà. Ça, c'est évidemment une idée qui m'intéresse beaucoup en épistémologie, en diffusion et transfert des savoirs, où ça va aller aussi avec des questions comme celle de la contextualisation qui parfois peut montrer que l'œuvre est raciste, plus raciste ou plus misogyne dans son contexte, que on ne le croirait, ou plutôt moins. Par exemple, Tintin au Congo, c'est un texte où il est évident que Hergé est politisé et à droite et machin est convaincu quand il écrit Tintin au Congo, mais tout le monde. Donc,
c'est l'intérêt donc de la contextualisation historique, au tempora, au mores, oui, mais c'est pas... l'époque ne le dédouane pas, mais elle ne l'accuse pas forcément non plus, et de cette complexité peuvent arriver d'autres choses. Ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup vu avec Renan, j'en avais fait une vidéo il y a longtemps sur le sexisme de Renan et qu'est-ce qu'on en fait, et que c'est quelque chose qui me mettait d'autant plus en colère que Vie de Jésus, par exemple, est un texte qui est globalement plutôt représentatif, parce qu'il va même supposer un rôle actif, anonyme, collectif, des femmes dans l'histoire comme agentes de l'histoire, alors par leur... parce qu'elles aiment, parce que si, parce que c'est le miracle d'amour, la foi, voir le Christ ressuscité, plein de choses, bon voilà, là, qui vont avec l'idée très renanienne, hein, on la trouve très tôt dans ces textes que la foi pour les femmes c'est un peu comme leur menstru, c'est dans les cahiers de Jeunesse 45-46. Mais voilà, c'est pas la position de la condamnation morale, elle n'est pas possible, elle ne va pas se limiter à un jugement qui va dire à lire, à pas lire, estampillé sexiste, etc. Et avec cette prise en considération très importante du public jeunesse, pour lequel les choses semblent se passer largement différemment, en tout cas à bien des niveaux, notamment parce qu'il y a des commissions de censure pour la jeunesse, hein, on ne se rend pas compte, et aussi on l'oublie, hein, mais alors c'est qui censure assez peu, mais qui peut, hop là, fallait que je vois ce message, mais qui peuvent aussi réorienter dans un sens, dans un autre, etc. Enfin, c'est quand même des choses qui sont pas forcément simples, ça non plus. Sur l'usage de la jeunesse ou les usages pédagogiques, évidemment, les contextualisations vont être différentes. Pour la jeunesse, je vais vous remettre une vidéo de mon ami Bokenchill qui a une position assez radicale avec laquelle je ne suis pas sûre d'être complètement d'accord, sur le fait qu'il faut laisser les enfants, qu'il ne faut pas faire lire n'importe quoi aux enfants, mais qu'il faut laisser lire. Et c'est vraiment une position qui m'interroge encore, je vais vous mettre ça en description. Et puis on verra ce que je fais, parce qu'en fait on peut être d'accord avec des choses et en faire d'autres, ça arrive aussi, ces complexités là. Moi je suis... donc le livre m'a beaucoup plu, il permet de mettre les choses en place, il est très clair, il a l'avantage de poser la complexité des questions, c'est extrêmement important, et il amène vers autre chose qui mériterait à mon avis un autre livre, qui est le canon. Ça, c'est vraiment une question qui m'a beaucoup marquée en Italie, autour de la promotion de Des femmes et du style en italien. Je sais pas si je l'avais montré. Ah ben, ils sont même pas là, les livres. Je sais même pas où je les ai fichus. Je croyais qu'ils étaient par là. Je range tout n'importe comment. Enfin, je range pas, je suis en chantier. Ça a vraiment été quelque chose qui est beaucoup revenu. Alors, c'est le sous-titre qui a été donné à l'édition italienne pour un autre canon, si j'ai bien compris. Mais la question est profondément de savoir si... globalement, la conclusion de Murat, c'est vous n'êtes pas obligé de le lire, en fait. Et qu'il vaut mieux ne pas déformer un classique, notamment parce que c'est même ôté aux catégories de populations qui sont opprimées les documents de leur oppression. On se rappelle, tout document de culture est en même temps un document de barbarie. C'était sur le concept d'histoire de Benjamin. Et ça, c'est très intéressant. Et je n'ai jamais lu le Adal Palmer, mais mon ami Pierre-Antoine m'avait raconté cette saga, je crois, où le genre a été oublié et se redevine en lecture. Et ça paraît absolument inimaginable d'imaginer ça. Ça, c'est quelque chose que les sensibiliennes font un peu en essayant d'imaginer des épistémologies futures où leur oppression et les injustices... Alors, elles disent parfois oppression, elles disent plutôt subalternisation, mais où les choses dont elles sont victimes deviendront incompréhensibles, mais où en même temps la femme nouvelle, la mère qu'elles appellent de leur vœu, accédera à des savoirs et à une compréhension du monde qu'elles ne peuvent pas obtenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais qui est moins messianique,
mais qui porte cette idée fondamentale, extrêmement importante, que, que le monde va forcément changer et que nos critères vont bouger eux aussi. Esthétique, éthique, et donc, d'une certaine manière, il vaut mieux ne pas lire que transformer les œuvres. Avec cette différence que changer le titre d'un tableau qui en fait date du 19e pour un tableau du 16e pose pas de problème, quoi. Mais avec quelque chose qui est de l'ordre d'une préservation du canon. Moi, je me disais, mais donc la modernisation des textes, est-ce qu'elle entre ou pas? Bon, en fait, ça pose pas de problème. Là, ça je l'ai résolu toute seule. Parce que ces modernisations, bah, c'est pareil, on les actualise. C'est comme changer la couverture d'un bouquin. Voilà. Quand on parle de transformer les textes, on parle pas de la couverture, du grammage du papier ou ce genre de trucs. C'est ça. En fait, c'est de cet ordre-là. Même si on a l'air de bouger le texte, dans les faits, on bouge pas grand-chose. Donc c'est là, moi, je crois, où les choses vont vraiment remuer, bouger, dans ce qui va être lu et pas lu. Et non pas dans ce qu'on fait ou non des textes, et dans ce qu'on va garder ou pas. C'est d'ailleurs, enfin, la conclusion, hein, c'est qu'est-ce qu'on va garder comme canon. Et j'adorerais lire quelque chose sur le canon de Laure Murat. Quand je parlais avec les Italiennes, surtout à Bologne d'ailleurs, et ça avait été vraiment intéressant, et notamment avec une comparatrice, ça c'est vraiment une conversation qui m'a marquée, même si je comprenais pas tout parce que je suis nulle en anglais et que encore plus nulle en italien. Ça avait vraiment été très frontal en me disant, mais tu gardes encore l'idée d'avoir un canon. Et je me disais, mais comment ne pas en avoir ? Alors ça c'est aussi très renanien comme idée. Murat dans le texte évoque l'intérêt des nouvelles politiques de programmes scolaires, c'est-à-dire en fait l'établissement de canons, qui ont permis de dépoussiérer, de lui faire découvrir Rurikika, que je vais vous mettre soit en description, soit en fin. Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'avoir de nouveaux textes, il s'agit aussi par exemple de découvrir de nouveaux textes dans les anciens. Bon. Là, on ne parle pas d'interprétation, là on parle vraiment de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on édite. C'est le travail que fait Margot Gallimard pour sa collection d'imaginaire. C'est notamment, elle n'est pas la seule, des petites maisons d'édition le font aussi, c'est redécouvrir des textes, redonner au public des textes qui ont été le plus souvent oubliés, marginalisés, parfois parce que les personnes qui en sont les autrices étaient elles-mêmes ou elles-mêmes en marge. Ah, donc, mais moi, cette question du canon, alors moi, là, je suis très stendhalienne, hein, je crois vraiment qu'on doit avoir le canon de notre époque, parce que de toute façon, on l'a. Ça, c'est un fait, c'est la façon dont le chant se normalise, ça passe par les programmes scolaires, et c'est donc pour ça qu'il faut bouger au niveau des programmes scolaires. Mais là, je veux dire, je regardais l'émission Rhinocéros avec un peu de retard sur la réforme de l'audiovisuel public, là, c'est l'émission de Blast, je crois. Qui revenait notamment sur les scrumpchums et les râleries de Julien Lepers et autres, ou Patrick Sébastien, parce que ils ont été virés d'antenne en tant qu'homme blanc de plus de 50 ans. Oui, puis aussi en tant qu'incarnation d'une certaine ringardise. Donc voilà, la question de la représentativité, elle est extrêmement importante dans l'établissement des canons. Moi, je veux dire, je la préfère en tant que sujet des œuvres que de réfléchir à qui écrit quoi, en gros. C'est que là, voilà, la lesbienne Hélène de Montferrand, par exemple, ça va me questionner. Mais oui, c'est lesbien. Mais c'est Qu'est-ce qu'on met en avant quand on va mettre un corpus en avant. Mais c'est vraiment, oui, là, comment se passer de l'idée d'avoir un socle commun. Et en fait, bon, déjà, on est dans... Enfin, je veux dire, je suis française, je suis dans un pays jacobin, c'est pas possible. Ça marche pas. Il y a un socle commun en France. C'est le programme d'éducation nationale, qui est d'ailleurs en train d'être mis à mal, parce qu'en fait, ce socle commun, il a une possibilité extrêmement émancipatrice et en tout cas conciliatrice. Et c'est là où toute la question de qu'est-ce qu'on va mettre ou non dans ce socle commun
et c'est pas forcément toujours conscient, est très importante. Et, et qu'est-ce qu'on va en dire? Et là, moi, je suis très très impatiente de voir la suite de tout cela, avec cette conscience que dans la société postmoderne qui est la nôtre, nous vivons dans des bulles qui sont quand même globalement éclatées, c'est-à-dire, là on le voit à la mort des rappeurs, ou je sais même plus comment il s'appelle, hein, quand c'est il y a quelques semaines, ce rappeur qui vendait énormément, qui avait juste une petite trentaine d'années, est mort. Et je sais même pas son nom, moi. Je n'en avais jamais entendu parler. Et en fait, il y avait vraiment des gens qui n'avaient jamais entendu son nom, et d'autres qui le pleuraient absolument, puis avec après des questions sur est-ce qu'on écoute ou pas la musique. Mais voilà, là, il n'y a plus de socle commun, comme on en avait quand tout le monde. Voilà. Mais quand globalement, on savait, donc il y avait une segmentation par génération, mais pas là, pas, mais avec, on savait ce qu'écoutaient les jeunes en gros, quoi. Sauf certains jeunes plus marginalisés, etc. Là, on est dans un monde, c'est notamment le règne des écouteurs, où on peut avoir des connaissances très... enfin, c'est rare les gens en fait qui savent tout ce qui se passe en culture aujourd'hui, quel que soit le domaine, que ce soit en poésie, que ce soit en musique, etc. Et dans le même temps, c'est la génération écouteur-casque en fait. Alors, je dis ça, et là, c'est le haut-parleur dans le métro qui arrive, et ça, c'est vraiment quand même pas très drôle. Et c'est rarement Beethoven qu'on écoute à fond dans le métro. Mais bon, c'est comme ça, et c'est rarement une bonne qualité sonore. Je sais pas ce qu'on est dans le métro, mais et souvent, en fait, c'est pas ça que les gens écoutent, c'est s'ils mettent leur vidéo à la con. Mais voilà, là, il y a quelque chose qui se noue, qui est vraiment très fort et très important. Et que j'arrive pas encore à explorer, donc là, ça va un peu revenir. Pour moi, c'est quelque chose qui... Le livre de Murat, là, toutes les époques sont dégueulasses, il va toucher ça, pour tout ce qui va être de l'ordre de l'anachronisme, de la contextualisation, de l'impossibilité de juger, d'un certain purisme de l'œuvre originale. Est-ce que ça veut dire que c'est l'œuvre originale que l'on diffuse? Bah, globalement, alors par exemple, il y a un autre cas qui m'a interrogée et qui n'est pas abordé, c'est la disparition des passés simples dans les livres Bibliothèque verte, là, dans les rééditions, et qui est un genre d'appauvrissement de la langue, mais c'est très stendhalien, ça aussi. Enfin, il nous faut des classiques de notre époque, enfin les classiques étaient les romantiques de leur époque, et il faut avoir ce qui va vous procurer le plus de sensations et de plaisir. Mais est-ce que pour le coup, il faut réécrire le Clan des 7, le Club des 5, ou lire des choses qui vont être plus contemporaines? Et cette question-là, c'est aussi celle de qu'est-ce qu'on fait d'Harry Potter quand J.K. Rowling est transphobe. Bon, moi, ça me concerne pas beaucoup parce que j'ai jamais tellement aimé Harry Potter, mais c'est une question vraiment générationnelle extrêmement importante. Et bon, ben là, la réponse, elle me paraît éthiquement et politiquement évidente quand J.K. Rowling finance explicitement, avec l'argent d'Harry Potter, des fonds transphobes. Et du militantisme d'extrême droite transphobe. Mais voilà, c'est là où il y a quelques cas qui me semblent encore compliqués. Voilà, mais finalement, est-ce que ça change vraiment par rapport à un toilettage éthique type N-word? Ou est-ce que c'est de l'ordre d'une modernisation de la langue type rendre Ronsard accessible? Que d'enlever le passé simple pour du passé composé dans le Club des 5. Est-ce que c'est un geste de démocratisation? Il y a un truc qui est certain, et que Murat rappelle de façon très incisive, c'est que dans tous les cas, c'est de la thune. Ce que ça permet, c'est de continuer à vendre. Moi, je vous dirais, hein, allez en bibliothèque et puis faites les vides-greniers. Hein. Voilà. Et pourquoi vouloir absolument que vos enfants lisent les livres que vous-même vous lisez? Moi, j'ai envie que mon enfant lise les livres que j'ai aimés. Mais peut-être qu'il lira les livres de son époque, parce que c'est pas ma génération. Ça, il y a une obsolescence qui est aussi éthique et esthétique. Et qu'est-ce qu'on fait du canon en sachant que le canon est forcément voué à mourir? Parce que toutes les époques sont dégueulasses, mais les royaumes sont vraiment pourris. Allez, je vous dis à